L'intelligence artificielle va automatiser un grand nombre d'emplois. Certains pensent qu'on se dirige vers une société post-travail où la majorité des tâches seront effectuées par des machines. D'autres, comme Laurent Alexandre ou Elon Musk, pensent que nous devons tout mettre en œuvre pour être complémentaires de l'intelligence artificielle. Ceci afin de rester compétitifs sur le marché du travail. Alors, que faut-il en penser ? Pour y voir plus clair, j'ai interviewé Lé de la chaîne Science for All. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lé a étudié à l'École Polytechnique, puis a fait une thèse à l'École Polytechnique de Montréal, puis un post-doc au MIT, et il est actuellement chargé de communication scientifique à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Oui, ça fait beaucoup d'écoles polytechniques. Mais il est surtout connu pour sa chaîne de vulgarisation scientifique Science for All, où il poste en ce moment une vidéo par semaine sur l'intelligence artificielle. Pour réaliser ces vidéos, il lit un grand nombre de livres et de publications scientifiques sur le sujet. Et il vient de publier un livre de philosophie de la connaissance intitulé « La formule du savoir ». Avant de commencer, je précise que les questions que je vais poser ne sont pas du tout représentatives de ce que je pense, mais plutôt de ce que j'entends régulièrement dans les médias. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger cette interview en MP3 afin de l'écouter en faisant votre ménage, en attendant d'être remplacé par un robot. Pour cela, voir le lien dans la description. Et c'est parti. Donc bonjour Lé. Alors avec les progrès de l'intelligence artificielle, une grande partie des emplois actuels va être automatisée. Certains parlent même de 80% des emplois d'ici quelques décennies. Et logiquement, les gens s'inquiètent de l'impact que ça pourrait avoir sur le marché du travail. Et certains disent que nous devrions tout mettre en œuvre pour nous rendre complémentaires de l'intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire être là où l'intelligence artificielle n'est pas. Donc première question, qu'est-ce que tu penses de cela ? La première chose à dire, c'est que il y a, je pense, pas mal un consensus qui commence à se dégager sur le fait que l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies vont complètement bouleverser le monde du travail et qu'il y a beaucoup de métiers qui vont complètement être bouleversés, changer. D'ailleurs, les métiers ont pas mal changé. On s'appuie beaucoup plus sur les technologies de plus en plus pour faire toutes sortes de tâches. Et du coup, il est impossible aujourd'hui, de façon pragmatique, d'ignorer les avancées en intelligence artificielle. Et c'est même valable, enfin c'est encore plus valable ici pour la recherche en intelligence artificielle, mais c'est valable même pour tous ceux qui travaillent sur, par exemple, le développement de code informatique. Donc sur la question, est-ce qu'il faut chercher à être plus complémentaire avec la machine, j'ai envie de répondre oui, clairement, parce que si on s'adapte pas aux nouvelles technologies, on risque vraiment d'être pris de court. Et je pense que c'est important d'essayer de se projeter un peu vers l'avenir, parce que l'avenir arrive assez vite, les progrès sont de plus en plus rapides. Il y a vraiment, je pense qu'on observe vraiment ce phénomène il y a de plus en plus d'outils qui sont disponibles, des librairies open source de machine learning qui sont de plus en plus open source et qui sont réutilisables par de plus en plus de gens qui sont capables de créer des nouvelles technologies. Et du coup, le monde change et il va changer sans doute de plus en plus vite. Et c'est important du coup d'anticiper cela. Donc sur la question de la complémentarité, oui, j'ai envie de dire, il faut chercher à être plus complémentaire à la machine, surtout si on a un objectif professionnel derrière cela. Alors, pour prendre un exemple concret, il y a 3 millions de chauffeurs routiers aux États-Unis et lorsqu'on aura des camions autonomes, ils vont a priori se retrouver au chômage. Et du coup, que va-t-il arriver à ces gens, sachant qu'il est très difficile de reprendre des études longues quand on a 40 ou 50 ans ? Oui, donc en fait la notion de complémentarité, je parlerai plus d'adaptation en fait, parce que ce qu'on veut c'est vraiment penser le monde dans lequel il y a ce genre de technologie et qu'est-ce qu'on fait justement sachant qu'il y a ce genre de technologie et que les besoins notamment en termes de travail ne seront plus les mêmes. Et j'ai envie de dire que ceux qui ont les capacités pour se réorienter vers le monde de l'intelligence artificielle, c'est une très très bonne chose parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de beaucoup plus de main d'œuvre parce qu'il y a plein de problématiques assez majeures et notamment par exemple sur la sécurité en intelligence artificielle qui est un des grands sujets. Après malheureusement j'ai envie de dire que c'est pas forcément à la portée de tout le monde ou plutôt je dirais que les gens n'ont pas forcément envie d'investir une décennie de travail parce que ça prend beaucoup de temps pour être à la pointe de ce qui se fait dans ces domaines. Et du coup, pour ces gens-là, je pense qu'il est important d'adapter la société tout simplement au fait que
certaines personnes ne seront plus forcément aussi nécessaires, que le métier de travail de ces gens-là ne sera plus aussi nécessaire qu'il a pu être dans le passé. Et je pense qu'on a la chance de vivre, grâce aux technologies d'ailleurs, dans une société d'abondance où on a de plus en plus accès à de nombreux biens. Et pendant longtemps, la question était vraiment de savoir comment est-ce qu'on pouvait concevoir une société dans laquelle non seulement les gens vivraient bien, mais pour vivre bien, il fallait absolument leur garantir des biens de base. Et pour créer ces biens de base, il était nécessaire de recourir à leur travail. Et je pense qu'on est de moins en moins dans un monde qui ressemble à cela. On est dans un monde où de plus en plus, on a une abondance de biens qui nécessite beaucoup moins de travail qu'avant. Et le fait que des gens, par exemple des chauffeurs ou des gens, on va dire peu qualifiés pour les métiers, en tout cas d'intelligence artificielle, le fait que ces gens aient des métiers qui ne soient plus demandés, ne soient plus vraiment exigés, ça veut surtout dire que les biens peuvent être produits sans leur travail. Et du coup, c'est peut-être intéressant dès aujourd'hui de penser à un monde où on n'est peut-être pas obligé de faire du coup du travail quelque chose de nécessaire, d'indispensable pour le bien-être du plus grand nombre. Alors là, comme métier complémentaire, tu parles surtout de métiers qui ont un rapport avec l'intelligence artificielle. Mais certains disent que les métiers complémentaires de l'intelligence artificielle, ça peut aussi être des métiers tels que l'artisanat de très haut niveau, la gastronomie, la bioéthique. Et qu'est-ce que tu penses de ces pistes de complémentarité ? Donc les pistes que tu mentionnes, ça me semble pas pouvoir être des métiers. Ça me paraît difficile d'avoir toute une énorme industrie avec ce genre de métier. Donc ça c'est une question de prédiction. Et là, pour le coup là c'est ma prédiction personnelle. Mais j'aurais tendance à prédire que ces domaines ne pourront pas former une industrie qui embauchera des millions de personnes, ou enfin même des centaines de milliers. C'est une question de prédiction. Je pense que l'intelligence artificielle, sur tous ces domaines, finira par faire du matériel de meilleure qualité et que du coup, à moindre coût surtout, et que du coup, petit à petit, on pourra se tourner vers les intelligences artificielles plutôt que sur du travail manuel pour ces métiers-là. Donc en gros, pour résumer, tu penses que dans un futur proche, il y aura des métiers complémentaires de l'intelligence artificielle, mais qu'il y en aura de moins en moins, et qu'une majeure partie de la population ne pourra pas exercer ces métiers. Déjà parce que tout le monde ne pourra pas ou ne voudra pas se reconvertir, mais aussi parce qu'il n'y aura tout simplement pas assez de demandes pour ces métiers. Ou du moins pas assez de demandes pour que ces métiers fournissent du travail à tout le monde. Ouais, j'ai envie d'encourager en fait les gens qui sont motivés pour le faire et qui pensent en avoir les compétences de se lancer à apprendre l'intelligence artificielle, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Donc j'ai parlé de la sécurité en IA, mais il y a aussi appliquer l'intelligence artificielle à plein de domaines, de la santé au transport, à l'énergie. Je pense qu'il y a énormément d'applications possibles et j'ai peur que beaucoup de gens s'intéressent à ces domaines sans s'intéresser à l'IA, et je pense que c'est un peu une erreur parce que les progrès en IA sont très rapides, et du coup vaut mieux intégrer dans nos réflexions sur ces métiers-là, je pense, dès aujourd'hui, l'importance que pourra avoir l'IA dans ces domaines. Donc c'est pour ça que j'insiste pas mal sur le fait que l'IA va changer le monde et que il faut chercher à travailler avec l'IA surtout dans ces domaines. Après, il y a une autre question qui est pour la société en général et pour le plus grand nombre. Parce que malheureusement, j'ai peur que ces métiers-là, dans le travail avec l'IA, requièrent vraiment... ce sont des métiers très intellectuels, puisqu'il va falloir raisonner avec l'algorithmique, avec les intelligences artificielles. J'ai peur que beaucoup de gens n'aient pas la patience pour s'intéresser et apprendre suffisamment de contenu intellectuel pour pouvoir être ensuite utile dans ce genre de métier. Et moi personnellement, alors je suis assez utilitariste de base, c'est-à-dire que pour moi ce qui est important c'est avant tout le bonheur, le bien-être du plus grand nombre, quoi. Je pense pas qu'il faut se tuer à une tâche stupide juste parce que par habitude on a tendance à avoir un métier et il faut continuer à avoir un métier.
Je pense que le bien-être est plus important que l'illusion, on va dire, de contribuer à la société. Et je pense que le message selon lequel il faut absolument trouver une façon d'être complémentaire avec l'intelligence artificielle, peut-être peut se faire largement au détriment, en fait, du bien-être du plus grand nombre qui ne s'intéresserait pas forcément à ce qu'elle peut contribuer dans une société où l'intelligence artificielle joue un rôle important. Et comme solution, est-ce que tu penses à des trucs comme le revenu de base universel ? Oui, typiquement, le revenu universel, c'est typiquement une façon de permettre à tous ces gens d'avoir accès aux biens de base. Et je pense que c'est très utile de le voir comme ça, quoi, de voir ça comme étant une façon de garantir un bien-être à tout le monde. Et notamment avec cette idée derrière que il y a plus besoin de se forcer à travailler pour acquérir un statut social ou autre. Je pense que c'est bien non seulement d'accepter le fait que certaines personnes ne vont plus travailler, mais même de célébrer un peu ça, de se dire voilà, c'est l'occasion pour le plus grand nombre de s'intéresser enfin, de passer enfin vraiment plus de temps sur leurs activités préférées, sur leurs passions, à lancer des projets personnels, à avoir une vie associative et ainsi de suite. Mais est-ce que le revenu universel, ce serait viable économiquement ? Alors pour la viabilité économique du revenu universel, je vous renvoie vers une excellente vidéo de Rika. On mettra le lien dans la description. Qui parle très bien de ça et qui comprend beaucoup mieux le problème que moi. J'étais assez convaincu par Eureka, mais j'ai vraiment l'impression que c'est faire circuler l'argent, quoi. C'est une façon d'avoir un argent qui circule, pas juste chez ceux qui ont l'habitude de voir l'argent circuler, mais aussi au niveau des populations moins fortunées. Alors, ok, imaginons que la majorité des gens soient au revenu universel. Eh bien, certains craignent que ça crée une société à deux niveaux. Avec, d'une part, mettons 80% de gens qui sont, entre guillemets, assistés, et 15 ou 20% d'ingénieurs de la Silicon Valley très doués qui vont décider tout seuls de l'avenir de l'humanité. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas problématique que tout le pouvoir de décision soit réservé à cette minorité ? Alors, il y a plusieurs questions. Je pense l'une des questions, c'est est-ce que c'est problématique que peu de gens, une petite fraction de la population seulement, soient en charge de l'intelligence artificielle et de ses conséquences et de ses applications. J'ai envie de dire que malheureusement, pour vraiment bien utiliser, bien comprendre et bien réguler, on va dire, l'intelligence artificielle, il faut vraiment absolument avoir un certain niveau de compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et je pense même qu'en fait, il est assez dangereux de mettre l'intelligence artificielle aux mains de n'importe qui, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est une technologie qui est vraiment disruptive, pour sortir les grands mots, qui est vraiment pas comme les autres, dans le sens où elle peut avoir un effet énorme, qu'elle soit bien ou mal utilisée. Et du coup, c'est d'autant plus important, je pense, que les décisions que l'on prend par rapport à l'intelligence artificielle soient des décisions informées. Malheureusement, encore une fois, je pense que assez peu de gens comprennent les rudiments de ce domaine. Et c'est pour ça que c'est important que seulement les personnes qui soient vraiment informées puissent vraiment agir en fonction de l'intelligence artificielle. Et malheureusement, ça ne fait qu'une petite proportion de la population. Moi, ce que je veux, c'est pour ça aussi que je fais mes vidéos, c'est que n'importe qui veut vraiment comprendre l'intelligence artificielle ait accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment comprendre l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'efforts à faire dans cette direction. Mais je n'ai pas forcément envie de forcer n'importe qui à apprendre l'intelligence artificielle. Je pense que les gens peuvent très bien se complaire à avoir une vie très riche de hobbies et de vie associative qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence artificielle. Alors, un autre truc qu'on entend souvent dans les médias, c'est que l'intelligence artificielle se fait principalement aux États-Unis et en Chine.
donc Google, Facebook, Amazon et leurs équivalents chinois, et que la France et l'Europe seraient un petit peu larguées en la matière, après avoir fait toute une série de mauvais choix, comme par exemple s'accrocher au Minitel. Et du coup, la France et l'Europe n'auraient plus vraiment leur mot à dire sur le futur de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense que c'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a énormément de très bonnes recherches qui se font en Europe, le PFL notamment, mais voilà, surtout à Londres en fait, ou à Paris, il y a pas mal de labos de recherche, ou à Zurich. Donc il y a clairement beaucoup de travail en intelligence artificielle qui a lieu et vraiment à la pointe en Europe. Alors effectivement, l'Europe produit de très bons chercheurs en intelligence artificielle, mais l'essentiel des données numériques sont chez Google, Facebook et compagnie. Et il n'y a pas vraiment d'équivalent européen de Google. Et du coup, tout le pouvoir qui est conféré par ces données numériques, eh bien, il se trouve aux États-Unis. Je pense qu'il n'est pas très exact que de penser que Google est vraiment américain. Alors oui, c'est QG aux États-Unis, mais il y a beaucoup de chercheurs. Enfin, c'est très international. Enfin, moi, j'ai pu visiter un moment les locaux de Facebook et bon, il y a des Américains, mais ils sont pas en majorité, quoi. Ils sont pas non plus en minorité, mais bon, je pense que c'est des environnements très internationaux. Moi, je pense que au-delà du débat très nationaliste sur lequel tu me lances, ce qui est vraiment plus intéressant, c'est de savoir qui et comment on peut programmer finalement la morale des IA, et c'est vraiment la question qui est vraiment fascinante. À quoi va ressembler, quelles sont les valeurs derrière les IA? Et pour ça, moi, je veux vraiment que on se mette, enfin, on en parle beaucoup plus. Je pense que c'est un sujet c'est très facile de faire une intelligence artificielle avec une mauvaise fonction objectif. Typiquement, aujourd'hui, l'IA de YouTube a ce que je pourrais appeler une mauvaise fonction objectif. Son but, c'est de faire maximiser le nombre de vues, ce qui veut dire qu'elle a en fait aucune valeur morale derrière sa fonction objectif. Et il y a plein d'exemples dans la littérature, notamment un jeu sur les trombones. Et tu en as fait une vidéo, je mettrai le lien dans la description. Qui montre qu'une IA avec une fonction objectif sans valeur morale peut très rapidement devenir en fait quelque chose de très très mauvais. Et donc si je prends le cas de l'IA de YouTube, typiquement maximiser le nombre de vues, ça veut dire typiquement envoyer plein de vidéos très 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 putaclic et très très accrocheuses avec sans doute un peu de conspirationnisme pour qu'on soit un peu enfermé dans ce milieu-là. Donc là, ça c'est une conséquence directe du fait d'utiliser une IA sans valeur morale. Et ça c'est pas spécifique à un pays, c'est vraiment des valeurs morales qui sont assez universelles et voilà, je pense que on a tous envie que quelque part les vidéos sur YouTube soient au moins pas nous amènent pas à penser des trucs un peu bizarres. Mais du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas réformer l'éducation pour rendre les gens complémentaires de l'intelligence artificielle ? Alors l'éducation c'est super important. Ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est aussi super difficile d'avoir une bonne éducation. Ça requiert déjà beaucoup de budget, des budgets qu'on n'a pas forcément, enfin que l'éducation nationale n'a pas forcément. Ça requiert des professeurs beaucoup plus compétents. Voilà, je sais pas si non, c'est un peu dur de dire ça, mais et je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans la formation des professeurs, et c'est le rapport de Villani en parle très longuement. Je ne sais pas à quel point les professeurs à l'école sont au fait des avancées en intelligence artificielle, mais je pense que voilà, moi personnellement je suis vraiment dans le milieu et j'ai vraiment du mal à suivre tout ce qui se passe en intelligence artificielle, donc même les chercheurs en intelligence artificielle ont du mal. Je trouve que au niveau des scientifiques en général, il y a pas mal de retard sur la connaissance en intelligence artificielle. Donc je crains malheureusement que les connaissances en intelligence artificielle, et notamment l'état d'avancée de l'intelligence artificielle, soient encore très très mal compris du plus grand nombre. Et j'aurais du coup tendance à privilégier des approches qui ne passent pas par l'éducation nationale. D'une certaine manière, il faut former les formateurs avant. Et je pense qu'il faut beaucoup plus investir dans la communication d'intelligence artificielle. Expliquer à ceux qui veulent mieux comprendre
comment fonctionne l'intelligence artificielle, où en est la recherche aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle est capable de faire, qu'est-ce qu'elle sera capable de faire dans les années à venir. Pour être assez concret, dans le nouveau programme de lycée, les mathématiques ont disparu du cursus principal du tronc commun. Et certains professeurs de maths sont assez scandalisés de ça, je le sais parce que je les ai sur Twitter. Mais personnellement, je suis pas forcément si scandalisé de cela. Je suis pas sûr que tout le monde ait besoin d'apprendre les mathématiques, on va dire ça comme ça. Tout comme je suis pas sûr que tout le monde ait besoin de comprendre l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut vivre des très bonnes vies, des vies très agréables et très pleines d'enthousiasme et de réflexion intellectuelle également, sans avoir suivi un cours de mathématiques à l'école. Et je suis pas sûr que le cours de mathématiques du lycée qu'on a eu, nous les trentenaires ou plus, ait vraiment changé complètement notre vie. Enfin, je suis pas sûr de l'impact des mathématiques sur du lycée, et surtout les mathématiques du lycée, sur la plupart des gens. Il y a une autre raison pour laquelle je dis ça, c'est que notamment j'ai fait ma thèse à Montréal, et à Montréal il y a beaucoup moins de mathématiques à l'école, au lycée avant l'université, et du coup j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient on va dire pas forcément très formés en mathématiques et pas forcément très forts en mathématiques de base, mais qui ont énormément progressé au cours de leur thèse, typiquement. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on s'intéresse vraiment à un problème concret et qu'on met les mains dans le cambouis, on est obligé d'apprendre ça et on peut très bien l'apprendre sur le tas. Je pense qu'il y a un petit peu ce cliché en France que faut tout avoir appris à l'école et qu'après c'est bon. Alors que il me semble qu'en fait pas du tout. Déjà ce qu'on a appris au lycée, on finit très vite par l'oublier. Et ensuite, il est largement possible de se former après 30 ans. Il y a un peu cette idée, faut se former avant 20 ans, sinon c'est trop tard. Et moi, je suis en faveur de beaucoup plus de formation continue pour ceux qui le désirent. Je pense qu'il faut beaucoup plus insister sur l'apprentissage au cours de la vie, et notamment dans un monde aussi changeant que celui de l'intelligence artificielle, il faut absolument avoir des cursus, pas forcément des cursus, mais mettre en place des moyens de s'informer beaucoup mieux sur l'intelligence artificielle sans avoir à retourner à l'école. Je pense qu'il y a un truc pas trop mal en mathématiques, mais encore une fois, avant le lycée, au lycée ou avant le lycée, c'est pas forcément si clair, pour moi en tout cas, que ça soit vraiment un côté bénéfique, mais on parle plus, moi j'ai fait des classes préparatoires, et en maths, en prépa, je trouve qu'on apprend beaucoup plus vraiment la rigueur en mathématiques, on apprend beaucoup plus à ce qu'est un argument et qu'est-ce qu'un argument valide en particulier. On apprend à être beaucoup plus critique de la manière dont on raisonne. Et c'est un petit peu dommage d'attendre la prépa, j'ai envie de dire, pour faire ça. Et puis c'est un petit peu dommage de ne faire ça qu'en mathématiques. J'ai envie de dire, même en prépa, même les cours de physique étaient pas d'une rigueur extrême. Et parfois, je trouvais ça un petit peu dérangeant. Et le truc, c'est que on a fini par associer maths et rigueur, parce qu'on apprend la rigueur en mathématiques, en prépa notamment. Mais la rigueur, en fait, on peut l'avoir dans n'importe quel domaine. On peut s'intéresser à n'importe quel problème et essayer de l'attaquer de façon rigoureuse, vraiment. Typiquement en philosophie, c'est intéressant la philosophie parce que il y a des manières de faire de la philosophie qui sont pas du tout rigoureuses. Je vais citer le nom d'un philosophe, d'un pseudo-philosophe, Freud. Ne me détestez pas en commentaire. Mais c'est pas ultra rigoureux, Freud. C'est pas ultra rigoureux. Et à l'inverse, il y a des philosophes qui sont d'une rigueur que je trouve incroyable, parfois plus rigoureux que les mathématiciens. Parce qu'un mathématicien, il va pas partir à zéro, il va jamais justifier ses axiomes. Donc c'est un peu une illusion de se penser que les maths sont ultra rigoureuses de A à Z. Et à l'inverse, il y a des philosophes qui sont d'une rigueur géniale, quoi. Et on peut très bien faire de la très bonne philosophie de façon rigoureuse. Et de la même façon, on peut très bien faire des sciences sociales de façon très rigoureuse. Alors, être rigoureux en sciences sociales ou en philosophie ou en biologie ou dans ces disciplines, ça veut dire quoi vraiment ? Ça veut dire non seulement essayer de faire en sorte que nos arguments soient aussi valides que possible, mais aussi prendre conscience de ce que j'appelle l'étendue de notre ignorance, c'est savoir le degré de validité de nos preuves et d'avoir des raisonnements beaucoup plus probabilistes que des trucs un peu trop binaires. Et ça, on peut l'apprendre dans tous les domaines.
Donc le problème, c'est que les formateurs, il me semble, n'ont pas ce niveau de rigueur. Donc c'est plus là le problème que je pense que le problème est plus ce que l'on apprend que, enfin la manière dont, enfin ce qu'on veut que les élèves soient capables de faire, plutôt que le contenu qu'on leur enseigne. Et est-ce qu'il ne faudrait pas des méthodes d'enseignement davantage basées sur la créativité et sur l'autonomie des élèves ? Non, je ne pense pas du tout, parce que il y a une publication qui était une méta-analyse qui est sortie récemment, enfin pas si récemment en fait, qui est je crois de 2010, quelque chose comme ça, qui a été tweetée par Stanislas Dehaene, qui aujourd'hui d'ailleurs est responsable des programmes scolaires, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, et il est à l'éducation nationale en tout cas, qui est un excellent neuroscientifique. Je vous recommande ses cours au Collège de France. Et donc à un moment, il a tweeté un article de recherche qui était une méta-analyse sur les 50 dernières années qui étudiait justement ces formes d'éducation alternative, on va dire. Et malheureusement, on a tous envie d'y croire, quelque chose qui marcherait plus comme ça, où les enfants seraient plus en train de faire ce qu'ils veulent faire et qui développeraient plus la créativité. Mais malheureusement, l'étude scientifique est assez univoque, vraiment même univoque sur cette conclusion. Non, ça ne permet pas de mieux apprendre. Alors, pour bien préciser, cette étude comparait ceci avec des méthodes d'enseignement beaucoup plus classiques et structurées, comme en prépa par exemple. Ouais, donc typiquement, l'article faisait la différence entre l'apprentissage non guidé, où en gros l'élève peut poser sa propre question, l'étudier lui-même, et en gros on fait ce que les élèves veulent faire. Et on leur dit pas vraiment, on leur donne pas un cours à apprendre. Et ça opposait ça à des cours beaucoup plus scolaires, ce qu'on fait notamment en prépa, où vraiment on leur dit définition de théorème, preuve, vous apprenez ça, faites les exercices et vous revenez le lendemain. Et en tout cas entre les deux, la deuxième solution, c'est la méthode scolaire, marchait beaucoup mieux. Alors c'est possible qu'il y ait des trucs qui n'ont pas été suffisamment explorés, qui sont un peu entre les deux, mais globalement j'aurais tendance à ne pas parier dessus, tout simplement parce que les études empiriques montre que ça ne marche pas, et je fais juste confiance aux résultats publiés par des chercheurs du domaine. Ouais, alors là, c'est une magnifique unpopular opinion, comme le fameux hashtag sur Twitter. Ouais, c'était clairement unpopular, et c'est unpopular pour moi aussi, parce que à la base, moi, je voulais croire, j'étais en faveur d'un truc plus créatif et tout ça. C'est la partie fun. J'étais en faveur d'un apprentissage plus fun, mais en fait, quand on fait un apprentissage plus fun, empiriquement, on observe que les élèves apprennent moins. Alors, on est d'accord sur le fait qu'on pourrait améliorer l'éducation, mais du coup, selon toi, ça ne serait pas suffisant pour que la majorité des gens aient encore du boulot dans 10, 20 ou 30 ans. Donc j'ai parié en 2014 qu'il y aurait 80% de chômage en 2034. Donc non, je pense que le futur du métier c'est pas l'abondance, on va dire. Tout simplement parce que les programmes d'intelligence artificielle et en automatisation, en fait, on n'a pas besoin de tant d'intelligence artificielle. Je dis le mot intelligence artificielle parce que ça fait intelligent et tout, mais il y a déjà plein de façons d'automatisation, des algorithmes tout bêtes qui sont capables de remplacer une quantité de jobs monstrueuses. Par exemple, typiquement la blockchain et l'information décentralisée, synchronisée, asynchronique, bref. Là, c'est cette gestion de l'information directement par une machine a vraiment le potentiel de faire disparaître tellement de jobs dans l'administratif et de résoudre énormément de problèmes. Et le truc, c'est que ça va beaucoup plaire aux clients. Typiquement, au lieu de passer des heures à avoir des rendez-vous entre 14h et 15h dans une mairie un jour de semaine, on pourrait juste faire un truc totalement automatisé qui prendrait 5 minutes, on aurait juste à valider. La gestion de contrat, tout ça pourrait être vraiment facilité grâce aux nouvelles technologies. Et donc je pense qu'il y a énormément de métiers qui vont disparaître. Ok, alors supposons qu'on soit dans une société où la majorité des gens est au revenu universel. Est-ce que certaines personnes ne risquent pas de ressentir une sorte de mal-être lié au fait de ne pas se sentir utile à la société ?
Alors l'impression et le besoin de contribuer à la société, je pense que c'est quelque chose, c'est une construction sociale, je pense que c'est quelque chose qui était absolument nécessaire à une époque où le métier, le travail était absolument nécessaire pour le bien-être de la société. Mais je pense que c'est quelque chose qui commence déjà un petit peu à disparaître petit à petit au fur et à mesure qu'on se rend compte que les métiers sont pas forcément des vraies contributions à la société. Et voilà, si vous faites, je sais pas, de la musique ou du théâtre, vous faites une pièce ou voilà, c'est pas forcément l'impression de contribuer à la société, mais par contre, ça vous valorise socialement et c'est quand même un truc vraiment cool, quoi. Et je pense qu'on valorise pas mal voilà, les métiers de chanteur, alors que c'est difficile de voir en quoi même chanteur qui est pas beaucoup écouté, j'ai envie de dire. Donc, là pour le coup, il y a pas vraiment d'énormes contributions à la société, mais c'est quand même quelque chose qu'on valorise énormément. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à valoriser qui ne sont pas du travail et qui sont pas forcément pour le bonheur de la société. Et je pense que au fur et à mesure que il y a de plus en plus de métiers qui vont être automatisés, je pense qu'il est urgent, vraiment indispensable, de se mettre à valoriser de plus en plus des choses qui sont autres que le travail. Mais on observe par exemple que des gens au chômage ont tendance à déprimer même s'ils ont assez d'argent pour vivre. Et du coup, est-ce que ne plus avoir de travail, ce serait vraiment une bonne chose pour la majorité des gens ? Alors je pense qu'il y a un petit peu une confusion entre corrélation et causalité dans cet exemple où voilà, quelqu'un qui est au chômage, en effet, il me semble qu'il y a des études qui montrent qu'il déprime plus, donc c'est une corrélation. Est-ce qu'il y a vraiment causalité dans le sens où c'est le fait de ne plus travailler qui cause la dépression ? Je pense qu'il y a pas mal de facteurs de confusion imaginables, notamment typiquement le fait de rester chez lui et de plus avoir les interactions sociales quotidiennes qu'il aurait eu, en tout cas pas dans un même cadre qu'avant. Peut-être que voilà, faudrait faire plus d'études à mon avis. Je connais pas très bien la recherche dans le domaine, je sais pas trop s'il y en a d'ailleurs, mais c'est pas facile à faire parce que notamment faut se dire que une société où ne pas travailler la norme sera nécessairement très 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 différente de la société telle qu'elle est aujourd'hui, et la manière dont on réagira à différents contextes sera également très très différente. C'est très difficile à prévoir. Mais j'aurais tendance à parier que voilà, quand on est en vacances et qu'on est dans une situation où tout le monde est en vacances autour de nous, il me semble qu'il y a des moyens qu'on arrive à s'occuper. Mais du coup, ces gens qui aujourd'hui dépriment quand ils sont au chômage, eh bien, de quelle manière leur vie sera-t-elle différente dans une société post-travail ? Alors c'est très difficile à prévoir et voilà, je pense que le revenu universel, alors c'est très difficile à prévoir et voilà, je pense qu'il y a un mélange un petit peu, c'est un peu ma faute aussi le côté prédictif et le côté prescriptif. Est-ce que c'est bien et est-ce que ça va arriver ? J'ai envie de dire que malheureusement d'un point de vue prédictif, ça me paraît étonnant que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que si je suis amené à prédire la société dans 10-20 ans, et que je devais parier, je parierais mais sans flipper, pour prendre une expression de Monsieur Phi, sur le fait que il y aura pas mal plus de chômage et que il y aura des gens qui vont se retrouver à ne pas aller au travail tous les jours, en tout cas 5 jours par semaine. Donc ça, c'est vraiment d'un côté purement prédictif. Après, la question qui se pose après d'un point de vue prescriptif, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est plus, sachant cela, qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, si la société en vient là, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Ou plus exactement encore, si on pense qu'il y a de bonnes chances que le monde en arrivera là, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Je pense que c'est vraiment ça la question intéressante. Et sachant cette prédiction que je fais, qui me semble raisonnable vu le progrès des technologies, je pense qu'il est urgent dès aujourd'hui de se préparer à cette société du futur où les gens n'iront pas travailler 5 jours sur 7. Qu'est-ce qu'ils pourront faire ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour que ça aille mieux, beaucoup mieux même pour ces gens-là ? Il me semble qu'il faut vraiment déjà arrêter de voir le travail comme une valeur, d'associer une valeur sociale au fait d'avoir un travail.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est malheureusement vraiment le cas. La première question qu'on se pose quand on parle de quelqu'un ou on rencontre quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et la réponse à qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est pas il joue, il fait du jazz le samedi soir. La question qu'on attend souvent, c'est oui, mais du lundi au vendredi, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, rien que ce genre de question fait que on a tendance à associer une énorme valeur au travail principal, c'est qui occupe nos journées du lundi au vendredi. Il faut petit à petit changer la question qu'on se pose et peut-être plus parler par exemple des passions, quels sont les projets personnels que tu as dans ta vie, quels sont tes projets de vacances et en mettant l'accent plus sur ce genre de questions, je pense que naturellement on vient à ne plus stigmatiser la personne qui est au chômage. Et du coup, tu penses qu'il serait plus important de se préparer à une société post-travail que de se former à être complémentaire de l'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. Après, les deux sont pas incompatibles. On peut très bien vouloir mettre en place de plus en plus de formations disponibles à qui voudra pour mieux comprendre les enjeux d'intelligence artificielle et les applications possibles, tout en cherchant à préparer la société en disant aux gens voici toutes les activités formidables qui vous sont accessibles à faible coût si possible, et mettre en place aussi le revenu universel ou quelque chose comme ça qui permettrait à chacun d'avoir accès aux biens de base. Donc en gros, on peut par exemple faire des formations pour essayer d'être complémentaire de l'intelligence artificielle, mais il ne faudrait pas pour autant culpabiliser les gens qui ne trouveraient toujours pas de travail à l'issue de ces formations. Alors mon raisonnement part vraiment d'une prédiction que je faite. Je suis pas du tout le seul à le faire et voilà, je pense que si on suit vraiment les progrès de l'intelligence artificielle et si on se dit vraiment que l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui de se faire passer pour notre assistant, notamment il y a Google Duplex qui est capable maintenant d'appeler quelqu'un et de se faire passer parfaitement pour un humain et réagir aux hésitations, voire à l'accent, au mauvais accent, on va dire, de la personne de l'autre bout du fil. Sachant que Google Duplex arrive à faire ça aujourd'hui, en 2018, ça me paraît étonnant que dans 10 ans, le concept d'assistant individuel ne soit pas généralisé. Ce sera juste une application sur vos téléphones, très certainement. Donc dans ce contexte, je tendance à faire le pari que beaucoup de métiers vont disparaître et que les métiers qui vont rester ne seront pas forcément en très grand nombre et requerront pas mal de compétences. Sachant cette prédiction, après on peut discuter cette prédiction, mais si on part de ce postulat, il me semble inéluctable que la grande majorité de la population ne sera plus nécessaire. Je pense que le mot nécessaire est important, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'eux pour garantir le bien-être de tout le monde. Je pense que c'est un concept important, et voire même souhaitable. Et du coup, si la plupart des individus, le travail de la plupart des individus n'est ni nécessaire ni souhaitable, c'est pas une mauvaise chose qu'ils n'arrivent pas à travailler. Et c'est pas un mal en soi. En tout cas, si on est utilitariste, on pense que le plus important, c'est avant tout le bien-être de ces différentes personnes. Et du coup, si on souhaite le bien-être de ces différentes personnes, il est important de ne pas les stigmatiser pour dire « Ah, c'est mal, vous ne contribuez pas à la société et ainsi de suite. Alors, en fait, il y a deux écoles concernant les prédictions sur la fin du travail. Il y a ceux qui pensent qu'on va automatiser de plus en plus de métiers et donc que l'emploi va se raréfier. Et il y a aussi les néo-schumpeteriens qui se disent « Bon, la première révolution industrielle, ça a détruit des emplois, mais ça en a créé de nouveaux. Et au final, le chômage s'est résorbé. » Et pareil pour la deuxième révolution industrielle. Et donc aujourd'hui, selon eux, il n'y aurait pas de raison de penser que ça va se passer différemment. Alors une façon de voir en quoi ce raisonnement ne s'applique pas très bien, on va dire, aux intelligences artificielles, c'est que les outils dont on parlait pendant la révolution industrielle, c'était des outils qui devaient encore être gérés et optimisés et améliorés par des opérateurs humains. L'idée vraiment de l'intelligence artificielle, c'est un truc parfaitement autonome qui n'a plus besoin de l'humain pour
être maintenu ni même amélioré. Et du coup, il me semble qu'il y aura beaucoup. Enfin, il me semble que c'est vraiment pas comparable. Il me semble que là, on est en train vraiment de mécaniser, d'automatiser une tâche dont la gestion ne nécessitera plus de travail humain. Et c'est vraiment l'objectif souvent de pas mal de trucs en informatique de façon générale, mais en particulier en intelligence artificielle. Mais sur le court terme, disons 10 ou 20 ans, vu que les intelligences artificielles sont encore très focalisées et pas vraiment généralistes, est-ce que à court terme en tout cas, ce raisonnement schumpeterien ne serait pas justifié? Et du coup, est-ce que là, tout de suite, il ne faudrait pas davantage mettre les moyens sur la complémentarité entre l'humain et l'intelligence artificielle? Encore une fois, je suis pas contre mettre du budget sur la complémentarité. Ouais, je pense qu'il a besoin de beaucoup plus de formation en intelligence artificielle pour notamment les gens qui ne sont plus à l'école. Donc ça me semble que c'est vraiment indispensable et il faut travailler dessus. Ça permettra de déployer beaucoup plus rapidement l'intelligence artificielle et de l'appliquer à plein de domaines, notamment par exemple en santé. Ça a le potentiel de sauver des dizaines de milliers de vies par an facilement, j'ai envie de dire. Si on a des meilleurs diagnostics, si on a de meilleurs diagnostics des cancers, ça peut changer beaucoup de choses. Donc oui, je suis complètement pour. Alors le mot complémentarité, encore une fois, est assez bizarre, mais c'est plus d'expertise sur l'intelligence artificielle et la capacité à le déployer. Ok, alors une question un peu moins sérieuse pour finir. D'après Laurent Alexandre, si nous sommes au revenu universel, nous allons passer nos journées à aller sur Snapchat et à manger du Nutella. Là, je ne fais que citer. Et dans un second temps, l'intelligence artificielle va s'apercevoir que nous sommes en quelque sorte des parasites inutiles et elle va se débarrasser de nous. Qu'est-ce que tu en penses ? Tout dépend de la fonction objectif de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aura l'objectif qui lui sera programmé, alors sans doute très indirectement d'ailleurs, et c'est un gros sujet de recherche de savoir comment programmer la morale des IA. C'est peut-être le problème de recherche le plus important de toute l'histoire de l'humanité. En tout cas, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent pas mal sur cette question et qui cherchent à faire en sorte que les IA ne tueront pas une personne parce qu'elle est en train de manger du Nutella. Mais c'est encore une grande question de recherche de savoir comment ça va se passer. Ok, donc pour terminer, est-ce que tu pourrais récapituler les points qui te semblent importants dans tout ce que tu viens de dire ? Je pense qu'aujourd'hui on vit dans un monde assez unique dans l'histoire de l'humanité, encore plus que d'habitude j'ai envie de dire, puisque il y a vraiment le progrès des technologies et un rythme incroyablement rapide, quoi. Et en particulier, le truc qui semble le plus destructif, c'est vraiment l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, c'est vraiment essayer de donner aux machines la capacité à raisonner d'elles-mêmes, à réfléchir d'elles-mêmes, à résoudre les problèmes d'elles-mêmes, sans faire appel à un opérateur humain. Et ça a des conséquences absolument phénoménales dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, l'IA est vraiment appliquée partout, quoi. Et s'il y a un domaine qui n'applique pas encore l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire que c'est une niche qui n'a pas encore été explorée. Et je vous conseille de lancer une start-up dans ce domaine. Donc, l'intelligence artificielle va complètement bouleverser la façon dont on travaille dans tous les domaines. Et ça, bien sûr, ça pose énormément de questions sur le monde du travail. Je pense qu'il faut absolument se préparer à cela. Je pense que les gens qui en ont les compétences et l'envie devraient absolument se demander comment ils peuvent maintenant utiliser l'intelligence artificielle pour mieux travailler, simplifier tous les processus et ainsi de suite. Malheureusement, je pense aussi que ça veut dire que les gens qui n'auront pas la patience ou l'envie de s'investir dans l'intelligence artificielle, malheureusement, ces personnes risquent de devenir peu utiles, en tout cas pas nécessaires à la productivité dans une société. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque on vit en fait déjà aujourd'hui dans un monde d'abondance où on est capable de produire énormément de biens de base sans avoir à requérir à
énormément de travail humain. Et ce sera de plus en plus le cas dans le futur. Et du coup, pour le bien-être du plus grand nombre, qui est un peu mon objectif, grossier en tout cas, de fond, ça me semble vraiment souhaitable que de ne plus stigmatiser, en tout cas de stigmatiser beaucoup moins qu'avant, le fait de ne pas travailler, de ne pas contribuer à la société. Je pense que ça va devenir normal de ne pas contribuer à la société, et ce ne sera pas une mauvaise chose. Ça permettra de passer plus de temps à faire des trucs qui nous plaisent, passer des passions, des hobbies et tout ça. Sur le problème de l'éducation, en fait, par l'éducation nationale, c'est assez difficile en fait de changer les choses, parce que c'est en gros une énorme bête, l'éducation nationale, et c'est difficile de voir comment l'améliorer puis on sort en bouton, on va dire. Par contre, ce qui me semble largement améliorable, parce qu'on est assez mauvais et il y a vraiment de quoi faire beaucoup mieux, c'est dans la formation, enfin de la production de matériel pour s'auto-former sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens peuvent apprendre d'eux-mêmes, et je pense même qu'il faudrait qu'il y ait une mise en place d'institutions pour une formation continue sur ces problématiques des nouvelles technologies, sans que ça soit forcément obligatoire d'ailleurs. Mais je pense que ça serait souhaitable que les gens qui le veulent puissent avoir accès à ce genre de formation. Et donc pour les gens qui n'ont pas l'envie pour les gens qui n'ont pas l'envie ou la motivation ou la patience de se renouveler et d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en intelligence artificielle, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de dire que c'est mal, quoi. Il faut vraiment dire que voilà, il y a plein de choses pas fascinantes à faire dans nos sociétés, et pour leur permettre de bien vivre, non seulement avoir accès aux biens de base, mais aussi profiter de leur passion. Je pense qu'il est indispensable je pense que c'est vraiment souhaitable pour le bien-être du plus grand nombre de mettre en place un système de revenus de base ou quelque chose de similaire. Enfin, je pense que le sujet le plus important aujourd'hui, le problème, le plus gros enjeu de société d'aujourd'hui, c'est la question de la sécurité des intelligences artificielles, ou AI safety en anglais, qui passe par beaucoup de problèmes de recherche. Par exemple, l'un d'entre eux, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug, ou si l'IA, il y a un petit truc qui change dans l'IA, et il faut encore que l'IA fasse ce qu'on veut qu'elle veuille. Et puis l'autre problème vraiment encore plus fondamental, je pense, c'est le problème de comment programmer la morale des intelligences artificielles, comment faire en sorte que les intelligences artificielles voudront des choses qu'on veut qu'ils veulent. J'ai un peu du mal avec le verbe vouloir là, mais je pense que c'est vraiment des problèmes les plus importants d'aujourd'hui. Et vu que c'est un problème important, ce que j'aimerais voir beaucoup plus, c'est à la fois des cursus pour se former et pour faire de la recherche dans le domaine, mais également beaucoup plus d'investissement dans la recherche dans ce domaine. Eh bien, merci Lé. Je rappelle que tu viens de publier un livre intitulé La formule du savoir, et que tu publies une vidéo par semaine sur l'intelligence artificielle tous les lundis à 18h. Merci d'avoir écouté cette interview. N'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner à la chaîne, et pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine.